Je dirais que je suis un écrivain sénégalais, né au Sénégal, mais qui vit depuis plusieurs années en France, précisément à Paris. Alors j'ai à mon actif pour le moment 3 ouvrages déjà publiés. Le premier, Le Dépositaire, publié en 2006. Le deuxième, Thalès le Fou, publié toujours aux éditions L'Harmattan en 2007, mais arrivé au Sénégal en 2010, il a été plus ou moins censuré. Et le dernier que j'ai sorti il y a quelques mois, c'est En attendant le jugement dernier. Alors, je pense que le décor est campé, trois livres, c'est des romans. Alors, Thalès le Fou, moi, le titre de ce livre, on peut y attarder là-dessus, tout simplement Thalès le Fou. C'est quoi Thalès le Fou? Alors, Thalès le Fou, bon, le fou, on sait ce que c'est qu'un fou. Thalès, on sait que c'est le philosophe et le mathématicien. Et donc, notre Thalès à nous, c'est quelqu'un qui est pris pour un fou, qui arrive dans un village, dans une banlieue, disons, d'une capitale africaine. Il parle avec un langage assez particulier, il est traité de fou, mais il profite de cela pour asséner ses vérités. En fait, c'est un livre, en gros, qui parle de l'émigration ou de l'immigration clandestine. J'ai voulu aborder ce sujet en un moment où le Sénégal, l'Afrique en général, était en proie à une réelle crise économique et sociale. Des jeunes prenaient par milliers des pirogues pour aller émigrer en Europe. Alors j'ai voulu parler de ce phénomène et je me suis intéressé aux causes de ce phénomène. Je me suis rendu compte, bien sûr, qu'il s'agissait en grande partie de la misère sociale qui était la cause de cela. Mais en revanche, les politiques qui étaient censées remédier à cela n'étaient pas vraiment à la hauteur. Et certainement, c'est ça qui a un peu déplu Très bien. aux autorités de l'époque. Je comprends qu'il y a un peu de jeu de mots quand vous dites Thalès le Fou. Thalès, on se rappelle bien ce théorème en classe de 4e, le théorème de Thalès. Ensuite, vous parlez de fou. On est dans une capitale africaine, j'imagine que c'est l'Égypte. Ensuite, vous décrivez, comme vous l'avez si bien dit, très bien, vous avez décrit la République du Djolof. Je vois un peu la symétrie. Alors, vous parlez de l'immigration clandestine qui est mise en évidence, qui est décrite dans ce livre. Mais le problème aujourd'hui, vous l'avez également évoqué, c'est un peu, disons, la censure du livre. Quelque part, on a l'impression que vous êtes en train d'annoncer une absence de politique d'emploi pour les jeunes et par conséquent, c'est ce qui explique, sans nul doute, la censure du livre dans ce premier temps. Parfaitement, parce qu'il y avait eu des promesses en 2000 et ces promesses n'ont pas été tenues. Quand j'ai écrit le livre, on était à la veille des élections de 2007 et donc je voulais attirer l'attention sur le fait que les promesses n'ont pas été tenues, que le chômage, il y avait un chômage de masse et cela poussait les jeunes, des jeunes vigoureux, dans la force de l'âge, intelligents, souvent instruits, quitter le pays dans des conditions aussi périlleuses. Je pense que c'était désastreux et je ne pouvais pas être sourd à tant de souffrances bafouées. Oui. Il fallait que j'en parle. Et justement, comment vous avez évoqué cette question dans votre livre? Alors, j'ai fait parler un fou avec un langage particulier, donc qui pouvait sortir les choses de manière très crue. Je l'ai évoqué en faisant tout le temps le parallèle entre ce qui se passait dans les arcanes du palais et ce qui se passe dans les banlieues de misère. Et je pense que ça n'a pas vraiment plu. Et j'ai évoqué cela aussi en mettant 7 chapitres dans le livre, 7 chapitres nommés les 7 péchés capitaux, la paresse, l'envie, etc., pour expliquer un peu quelles sont les causes de notre état là, ce qui se passe en ce moment, notre situation actuelle. C'est-à-dire, effectivement, nous, le peuple, on est fautif, les dirigeants sont fautifs, les élites, l'élite est en général aussi fautive. Exactement, vous avez battu donc articulé votre livre autour de 7 péchés, ce que vous appelez 7 péchés dans le livre. Et comme qui dirait, et si l'Afrique refusait le développement, c'est ça à peu près? Plus ou moins. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a 20 ans, quand Axel Kabou a publié son fameux ouvrage « Et si l'Afrique refusait le développement », il y a eu une levée de boucliers de la part, bien sûr, des intellectuels et autres. Et il me semble qu'à un moment donné, si on y prend garde, elle a quelque part raison lorsqu'elle se dit qu'il faut qu'on évite cette stratégie de l'évitement.
il ne faut pas qu'on pense que nos problèmes sont dus aux autres, tout le temps aux autres. Nous avons une part de responsabilité face à la situation, par rapport à la situation dans laquelle on est. Et donc, il faut que donc on se dise, voilà, on fasse une introspection, on se dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, qu'on prenne les solutions nécessaires, adéquates pour résoudre cela. Mais c'est aux Africains de résoudre leurs propres problèmes et qu'il faut qu'ils arrêtent de penser que leurs problèmes sont causés par les autres. C'est juste ça. Alors, M. Diop, en parcourant le livre, on voit que c'est un livre très intéressant. Moi, il retient mon attention de par son style, le langage, le ton. On voit parfois un peu un langage un peu cru, hein, excusez-moi du terme. Et finalement, quand votre livre a été censuré dans un premier temps, vous avez pensé que c'est le thème abordé ou c'est le style du livre qui a choqué un peu? Non, immédiatement. Immédiatement, j'ai pensé que c'était le thème abordé. Vous savez, je ne suis pas le premier vraiment à écrire de cette manière. Je pense qu'en faisant parler un fou artistiquement pour être crédible, il faut que ça soit cru. Le fou ne peut pas être vraiment comme nous, il ne parle pas avec nos propres codes, il viole les codes de langage et c'est normal qu'il parle comme ça. Mais j'ai pensé dès d'abord que c'était le fond du bouquin qui était gênant et c'est pour ça que ça a été censuré. Très bien. Alors, il y a un deuxième livre. Pape Madi, si tu as fini d'évoquer pour ce qui est du premier livre de M. Diop, on va parler de ce titre-là. En attendant le jugement dernier, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ce titre? Alors, beaucoup de choses, mais surtout, à travers cela, à travers ce titre et à travers le livre et à travers aussi le style, transparaît ma façon de penser et mes objectifs. Ce que je veux, c'est participer à l'évolution des mentalités, à l'évolution des consciences, quitte à heurter, quitte à choquer. Ce que je veux, c'est que dans ce pays que j'aime tant, il puisse naître une nouvelle race d'hommes et de femmes, des gens qui sauront dire non à l'immobilisme, non au fatalisme, des gens qui auront toujours et constamment les yeux rivés vers l'horizon et non sur la pointe de leurs sandales. Ce que je veux, c'est qu'ils aillent conquérir leur destin, c'est-à-dire inventer de nouvelles philosophies, de nouvelles pensées, de nouveaux humanismes, des paradigmes. C'est à cela que je convie les Sénégalais. Parce que je sens, je sais et j'en suis persuadé que c'est là où se trouve notre salut. C'est une fiction. Nous sommes à Guinguinéo.